Herméneutique et discours individuel. L'herméneutique, art de comprendre. Pour Schleimerer, l'herméneutique n'est pas un problème abstrait ou théorique. On sait en effet tout l'intérêt porté à la pratique de l'interprétation, tant dans le domaine de l'Antiquité, où il ne s'attache pas seulement à la lecture des anciens, comme Héraclite ou Anaximandre, mais où il entreprend dès 1798, avec son ami Friedrich Schlegel, une traduction demeurée célèbre des œuvres de Platon, qu'il acheva seul, que dans celui de l'exégèse néo-testamentaire à l'origine, c'est dans le cadre théologique qu'il faut inscrire l'intérêt naissant de Schleimerer pour l'art de l'exégèse. Ses cours sur l'herméneutique s'adressant d'abord à un public de théologiens. N'oublions pas que ces leçons, même après la généralisation de l'herméneutique, s'achèvent le plus souvent par l'indication lapidaire, mais hautement significative. Application au N.T.C. que pour Schleimerer, l'herméneutique est, comme Kunstlehre, une science auxiliaire et nullement indépendante, qui se rattache certes aux activités philosophiques et théologiques, mais sans pour autant les constituer. Comme technique, il est de sa nature d'être appliqué. Cette origine de l'herméneutique, cependant, n'en explique que la spécialité. L'herméneutique générale, en revanche, est déterminée philosophiquement, et ce à partir de l'éthique. De ce fait, elle est une partie de la philosophie de Schleimerer. En d'autres termes, il nous semble que c'est la pensée philosophique de Schleimerer qui a déterminé son herméneutique, et non sa pratique exégétique, dans le domaine de la théologie, ou sa pratique philologique, dans le champ de la connaissance de l'Antiquité. C'est philosophiquement que l'herméneutique doit être fondée sur la connaissance de la nature, de la pensée et du langage. Et c'est la perspective éthique de l'effectuation de la raison dans la nature qui permet de lui assigner sa place. Car c'est de l'éthique que doivent dériver toutes les techniques, les Kunstlehren. L'herméneutique vient tout simplement favoriser en général le processus de la communication et de la diffusion du savoir, c'est-à-dire de l'esprit dans sa conformité au réel, dans le cadre de cette forme particulière de la moralité qu'est la communauté nationale du savoir. C'est en effet dans la remarque finale sur la nationalité relative à la communauté du savoir que s'inscrit en 1812-13 l'herméneutique. Elle y a pour tâche de compenser les moments individuels et généraux, d'établir un équilibre. On comprend aisément que si l'éthique a pour tâche de décrire le devenir de la raison ou l'intelligence dans son apparition, l'herméneutique, en tant qu'art de comprendre, devient centrale, en ce qu'elle ne se contente pas de faciliter la compréhension, rendant ainsi possible la communauté des individus dans l'échange de pensées, mais favorise par là même le devenir de l'esprit. Ce qui n'est pas nouveau, puisque dans la Nachrichtbuch, c'est dans un contexte parfaitement similaire qu'on trouve l'unique renvoi à l'herméneutique. Ce passage correspond, où l'éthique n'est cependant pas nommément invoquée. Il s'agit toujours de comprendre comment l'universel et le particulier sont mélangés. Mais si l'herméneutique trouve une place relative dans l'éthique, il ne faut pas oublier que celle-ci n'est jamais définitive. Un système de renvoi et de dépendance réciproque entre les parties du système fait toujours dire à Schleimerer qu'il est très difficile d'assigner son lieu à l'herméneutique générale. Et il ne s'agit pas là d'une remarque incidente, d'une note subsidiaire, mais d'un principe de l'interprétation dans sa version de 1819. C'est que l'herméneutique est à la fois auxiliaire et fondamentale. Elle suppose l'éthique et la dialectique qui la fondent, qu'elle soutient et réalise en retour. Dans toutes les ébauches, l'herméneutique est définie comme art de comprendre. Elle est un art parce que les règles qu'elle énonce ne peuvent pas à leur tour être ramenées à des règles, ou parce qu'il n'y a pas de règles pour l'application des règles, laquelle n'est donc pas infaillible et ne saurait jamais être mécanisée. Nous appelons art, et cela déjà dans un sens étroit, toute production composée au cours de laquelle nous sommes conscients de règles générales dont l'application particulière ne peut plus être ramenée à des règles. En cela, l'herméneutique en appelle à la faculté de juger. La compréhension dont parle l'art et l'herméneutique n'est cependant pas immédiatement générale, ayant toujours d'abord affaire à des objets particuliers, ce qui n'interdit pas Schleimerer d'appeler toujours de ses voeux une herméneutique générale. De la nécessité d'une herméneutique générale. Pour cerner ce qu'il veut dire, il faut déterminer l'objet même de l'herméneutique, et partant de là, ses méthodes. Nous le disions presque toujours, Schleimerer commence par définir l'herméneutique comme art de comprendre. La Kurze Darstellung de 1810 est sur ce point très clair.
La parfaite compréhension d'un discours ou d'un écrit est une production d'art et requiert une théorie de l'art ou technique que nous désignons par le terme d'herméneutique. Une telle herméneutique sera philosophique en ce qu'elle doit s'appuyer sur la nature de la pensée et de son corrélat, le langage. Une telle théorie de l'art n'existe que si les prescriptions forment un système reposant sur des principes clairs, tirés directement de la nature de la pensée et du langage. C'est pourquoi en 1809, l'herméneutique est l'art d'entrer en possession de toutes les conditions nécessaires à la compréhension, ce qui la rattache non seulement à la grammaire et à la critique, mais d'une manière générale aux autres sciences. Toutefois, l'herméneutique ne réfléchit pas uniquement aux conditions de possibilité de la compréhension, elle œuvre également à sa réalisation. Le but de l'herméneutique est la compréhension au sens le plus élevé. L'abrégé de 1819 relie la définition de l'herméneutique comme art de comprendre et sa généralité. Mais que s'agit-il de comprendre? Là, l'herméneutique se révélera plus précise. Il s'agit de comprendre le discours, qu'il soit oral ou écrit. En 1829, l'interprétation est une activité artistique qui consiste en toute compréhension du discours étranger. Notons dès maintenant qu'étranger ne signifie pas seulement la langue étrangère ou des passages qui dans la langue propre requièrent une traduction, car il est dans tout discours, même dans celui que nous semblons comprendre, quelque chose d'étranger. Il faut donc comprendre, mais non pas tout comprendre comme des œuvres d'art, ou même n'importe quel signe. C'est la pensée immédiatement orientée vers l'exposition, c'est-à-dire le discours, qui est objet de l'herméneutique. Les expositions d'un autre genre, qui ne partent pas de la pensée, ont une fonction tout autre, située en dehors du champ de l'herméneutique. L'œuvre d'art n'est pas en tant que telle un objet de l'herméneutique. Ce qui est objet de l'art de comprendre, ce sont donc les discours qui véhiculent un contenu, c'est-à-dire ceux qui communiquent de la pensée. Il est dans l'abrégé de 1819 une formule très claire. Tout acte de discourir n'est pas un objet de l'interprétation à un degré égal. Certains objets ont pour cet art une valeur nulle, d'autres une valeur absolue. La plupart se situent entre ces deux extrêmes. Ainsi, par exemple, les propos sur la pluie et le beau temps ont une valeur nulle, qui est d'un minimum de signifiance. Ils se contentent de maintenir la langue dans la continuité de la répétition. L'interprétation ne s'enclenche que confrontée à une pensée élaborée et a pour finalité de la développer. Ce fait repose lui aussi sur un fondement éthique. Si l'éthique est le développement de la raison dans la nature, toute connaissance doit consister à rendre éthique ce qui ne l'est pas. Par conséquent, être une connaissance nouvelle et non une simple répétition, laquelle n'est pas éthique. Ce qu'il faut donc bien voir, c'est que l'herméneutique générale a affaire à de la pensée. C'est pourquoi elle ne se comprendra qu'avec la dialectique, qui est l'art de la combinaison des pensées, et la rhétorique, qui est celui de leur mise en forme. Cette exclusivité de l'objet de l'herméneutique ne se comprend qu'en sa relation avec l'éthique. Comprenne pour illustrer une réflexion plus tardive. En 1829, dans les discours devant l'Académie, Schleiermacher cherche à délimiter avec précision le champ même de l'herméneutique. Partant d'une critique d'Ast, il analyse ce que signifie vouloir comprendre dans un discours ce qui est étranger. Et Schleiermacher de conclure, partons où dans l'expression des pensées à travers le discours, il y a quelqu'un qui perçoit quelque chose d'étranger. Il y a une tâche qui ne peut résoudre qu'à l'aide de notre théorie. Le champ est clairement circonscrit. Il faut comprendre le discours qui est expression de pensée. Une objection à cela est cependant facilement concevable, car enfin nous comprenons bien avant de disposer d'une telle théorie herméneutique, et depuis toujours, depuis notre enfance, à quoi tiennent alors sa généralité et sa nécessité. C'est que nous nous surprenons, malgré nous, à être pris dans des opérations herméneutiques. Par exemple, quand, au lieu de me contenter du degré ordinaire de compréhension, je cherche à découvrir la manière dont a bien pu chez mon interlocuteur s'accomplir le passage d'une idée à une autre. L'herméneutique est requise chaque fois qu'il s'agit de percevoir par l'intermédiaire des mots des idées ou des séries d'idées. Idée, pensée, c'est toujours le produit des fonctions intellectuelles qui est l'objet de l'herméneutique, ce qui explique qu'elle ne soit pas appelée par toutes les conversations, mais par le seul commerce cultivé. Par commerce cultivé, il faut entendre le commerce avec les personnes les plus spirituelles, celles avec lesquelles s'engagent des conversations significatives. C'est que l'art de comprendre ne commence qu'en présence d'une pensée élaborée.
Dans son discours sur les méthodes du traduire de 1813, Schleiermacher écrit de manière significative « Nous parlons trop peu et bavardons proportionnellement trop, et le bavardage n'appelle pas l'art de comprendre. Il faut comprendre les pensées donc, mais les pensées exprimées dans le discours, soit écrit ou oral, sont formulées dans une langue. Si l'herméneutique a pour unique tâche de comprendre le discours, alors elle a la langue pour unique présupposition. Les aphorismes de 1805 l'affirment. Le langage est la seule chose qu'il faille présupposer dans l'herméneutique, et tout ce qu'il y a à trouver doit être trouvé à partir de la langue. Mais pour comprendre les pensées linguistiquement articulées, il faut prendre une claire conscience de ce qui a été à l'origine de la pensée d'un écrivain. Toute pensée qui est au fondement du discours doit parvenir à la conscience. Pour cela, il faut bien se souvenir que la pensée chez Schleiermacher est toujours une pensée, une activité qui ne se pénètre que par reconstruction. Il est un aphorisme de 1805 particulièrement limpide qui dit qu'il faut considérer la compréhension comme l'unique tâche de l'herméneutique, tout en restant fidèle à l'idée de ne pas traiter les pensées comme quelque chose d'objectif, comme une chose faite, factum. Le contexte invite à prendre le terme factum au sens fort, opposé à datum. Les pensées ne sont pas de simples données, mais des réalités produites qu'il convient de ressourcer dans un moi pratique. Et si les idées ne sont jamais de simple objectivation, ou plutôt si elles se perdent en tant que telles dans leur propre cristallisation, il faut les rapporter à un sujet, à un individu. On retrouve là le problème de l'herméneutique, comprendre la pensée dans sa prétention à l'universalité, alors même qu'elle est inscrite dans un sujet individuel. C'est que l'herméneutique est toujours dans ce double mouvement de constitution de l'individuel et de l'universel. Pour comprendre la pensée de l'auteur, il faut pouvoir remonter à la décision séminale, épouser la conviction de l'écrivain. Il faut pouvoir se saisir de la perspective dans laquelle un auteur a voulu dire quelque chose. Pour comprendre la pensée, je dois donc commencer par comprendre son médium, sa condition de possibilité et d'achèvement, savoir la langue. C'est ce que développera l'interprétation grammaticale qui s'appuie sur l'objectivité sémantique et syntaxique de la langue. Ce qui n'est jamais facile, puisque la langue, au fond, n'existe que dans son historicité, dans son façonnage par les hommes qui y participent. Il y a de nombreux procédés qui visent à déterminer la teneur conceptuelle, la signification des mots, selon les combinaisons et les contextes. Nous y reviendrons, puisqu'il s'agit là de comprendre l'essence de la reconstruction. Dans la perspective herméneutique, comprendre signifie d'abord percevoir comment l'universel porte la marque du singulier, comment l'individuel s'inscrit dans la langue. Comprendre un discours connaît alors deux orientations. La compréhension a une double orientation vers la langue et vers les pensées, écrit Schleiermacher en 1809. Et il convient de noter qu'à tout discours correspond une série de pensées chez celui qui discourt. C'est elle qu'il faut reconstruire, ce qui est un autre nom de la compréhension. La double orientation de la compréhension détermine la duplicité des méthodes grammaticales et techniques. Duplicité étant un terme courant chez Schleiermacher, signifiant simplement dualité. Pour comprendre les pensées, je dois comprendre la langue, qui permet d'achever les pensées. Comme dans le Phèdre, la pensée est élaborée par un discours intérieur. La pensée n'est pas possible sans le discours, et celui-ci est la condition de l'achèvement du pensée. Comprendre est un art, parce que toute pensée en tant que productrice a pour effet de déterminer et par là de constituer la langue. La relation entre celui qui discourt et la langue est la suivante. Il est son organe et elle est le sien. Si d'un côté il y a toujours soumission à l'universalité de la langue, elle est principe directeur, c'est-à-dire règle. Dans la mesure où pour penser, on se soumet au vocabulaire et à la syntaxe que nous n'avons pas créée. Tout individu dont le discours peut devenir un objet travaille lui-même ou détermine la manière de penser d'une façon particulière. C'est dans toute pensée, il y a lutte. C'est que dans toute pensée, il y a lutte de l'individu pour donner naissance à quelque chose qui n'était pas. N'est pensée véritable que la pensée originaire et expérimentale, comme l'avait établi Kant dans son opuscule sur les Lumières. On comprend mieux ici l'idée que tout acte de discourir n'est pas un objet de l'art, de l'interprétation à un degré égal. On peut en effet se contenter de conserver la langue dans la continuité de la répétition. Mais ce qui ne fait que répéter quelque chose qui a déjà été donné n'est au fond rien. C'est-à-dire que la langue, se répétant seule sans aucune participation de l'individu,
n'est pas un objet de l'herméneutique. Toute pensée véritable contribue à forger la langue. On lit dans le brouillon sur l'éthique de 1805-1806, les philosophes vraiment productifs ne s'en sont jamais tenus à une terminologie préétablie. Ou encore, on peut affirmer que tout philosopher ne fait rien d'autre que développer la langue. C'est pourquoi l'herméneutique dit en 1809 qu'il y a dans toute œuvre significative une volonté de fixer la langue de façon particulière, de forger une terminologie. L'individu ne participe à la vie de la langue qu'en l'infléchissant et en s'inscrivant en elle. À cela, il convient d'ajouter que n'est objet de l'herméneutique que le discours conforme à l'art, ce qui, dans l'esprit de Schemmer, désigne celui qui a été élaboré par la rhétorique. L'art de discourir, la rhétorique, et l'art de comprendre, l'herméneutique, et, il dit en 1819, se font face. Là où le discours est sans art, il n'a pas non plus besoin d'art pour comprendre. Seul le discours construit est objet de l'herméneutique, et la maxime supérieure et complexe de l'herméneutique est « on a compris que ce qu'on a reconstruit dans toutes ses relations et dans le contexte ». Le discours est la rencontre de la langue et de l'individu, et la compréhension qui est en jeu dans l'herméneutique signifie comprendre comment un individu travaille dans la langue. Il collabore, comment il donne un sens au concept. L'herméneutique a donc d'abord affaire à la constitution individuelle des concepts. La visée de l'herméneutique est alors éthique, dans la mesure où ce qui importe à Schemmer, c'est de mesurer la pensée individuelle à l'aune de l'essence de la pensée. L'éthique, en effet, peut se définir de la manière la plus générale, comme la science du devenir de l'esprit, science spéculative de l'action, de la raison sur la nature. En d'autres termes, il s'agit dans l'herméneutique de voir comment, à partir de l'individu, la pensée peut instaurer du nouveau par le détour du médium linguistique et de ses conditions structurelles générales. Schemmer le formule en 1829 à la fin du premier des discours. Une méthode ne peut voir le jour que lorsque, aussi bien dans la langue dans son objectivité que le process de la production des pensées sont si parfaitement pénétrés comme fonction de la vie intellectuelle individuelle dans sa relation à l'essence de la pensée elle-même qu'on peut exposer avec une cohérence absolue, partant de la façon dont on procède pour combiner les pensées et les communiquer, la façon dont on doit procéder pour les comprendre. La compréhension à la pensée pour modèle, c'est bien pourquoi la généralité de l'herméneutique chez Schemmer ne signifie pas qu'elle s'applique à un grand nombre d'objets, mais à cet objet universel qu'est la pensée en soi. La pensée individuelle est toujours éclairée à la lumière de l'universel. La spécificité de son objet, la pensée, permet de dire l'herméneutique philosophique. Une telle herméneutique philosophique générale qui s'efforce à la compréhension de discours, qui présente un savoir et transmet un savoir collectif, ce qui fait qu'elle s'intéresse par essence à la tradition et à la culture, trouve une place naturelle dans une perspective éthique. Il est éthique de vouloir comprendre des pensées, les comprendre vraiment et comme enrichissement du moi de l'interprète, le processus éthique compris comme spiritualisation, l'effectuation de la raison. La raison se développe dans la nature et s'y inscrit, tout simplement parce que discourir et comprendre sont complémentaires et que discourir est la médiation en vue de la communauté du penser, formule éminemment éthique qui anticipe le passage à la dialectique.